Dans le cadre du parcours Pensée et Imagination, nous allons procéder à la lecture linéaire du conte de Perrault, Les Fées, publié en 1697. Charles Perrault est un auteur du XVIIe siècle. En plus de sa carrière littéraire, il a joué un rôle politique, il a été contrôleur général de la surintendance des bâtiments du roi, et il est le protégé de Colbert, ministre de Louis XIV. Dans la querelle des anciens et des modernes, il a pris position pour les modernes, ceux qui estiment qu'il faut innover et que la création artistique de leur siècle vaut bien celle de l'Antiquité. C'est pour cela que dans l'œuvre de Charles Perrault, nous ne trouvons pas trace de l'Antiquité, contrairement à l'œuvre de La Fontaine ou de Racine. L'œuvre principale de Charles Perrault est connue, bien entendu, il s'agit des histoires ou contes du temps passé avec des moralités, connu aussi sous le nom de Contes de ma mère Loi. Cette œuvre a été publiée en 1697. L'auteur n'invente pas à proprement parler les contes qu'il écrit. Il s'est en fait inspiré d'histoires populaires connues qui se transmettaient souvent oralement, et d'ailleurs on retrouve dans ses textes les traces de cette oralité. Les contes sont destinés à des publics variés et peuvent être lus aussi bien par des enfants que par des adultes. Comme les fables, les contes sont des apologues et ont pour objectif de délivrer une leçon puisqu'ils s'achèvent par une morale. Le texte dont nous allons étudier un extrait est issu du conte Les Fées. Et donc, de ce fait, par ce titre, il nous fait entrer d'emblée dans un univers merveilleux, un univers surnaturel. Perrault s'est inspiré de contes populaires dans lesquels deux fées étaient présentes, d'où le pluriel, même si dans sa version à lui, il n'y en a qu'une. Cette histoire met en scène deux sœurs que tout oppose, l'aînée, désagréable et orgueilleuse, la cadette, douce et honnête. Elles sont traitées de manière inégale par leur mère, le père n'est plus présent, le père est décédé, et la mère traite bien celle qui lui ressemble. Elle fait faire tous les travaux de la maison à sa seconde fille. Un jour, en allant puiser de l'eau à la fontaine, la jeune fille rencontre une vieille femme à qui elle sert à boire. Pour la remercier, celle-ci lui fait un don. À chaque parole sortiront de sa bouche fleurs et pierres précieuses. L'extrait que nous allons étudier débute au moment où la cadette, de retour au logis, explique son retard à sa mère. Plusieurs problématiques ou projets de lecture sont possibles. Vous choisissez celle que vous préférez. À quelle réflexion ce conte merveilleux invite-t-il le lecteur ? En quoi ce récit merveilleux véhicule-t-il des valeurs à la fois universelles mais aussi propres au siècle des moralistes ? En quoi ce récit est-il au service d'une leçon ? En quoi l'imaginaire permet-il l'accès à une vérité morale ? Vous annoncez ensuite le plan ou les mouvements du texte. Il y en a ici 3. Dans le premier, nous assistons à la suite des péripéties, le mauvais don reçu par la fille aînée et la réaction de la mère. Donc nous poursuivons le schéma narratif. Ensuite, nous avons l'élément de résolution et la situation finale. La cadette est récompensée, l'aînée punie et la pauvre enfant s'enfuit au coin d'un bois. Et la troisième partie correspond aux deux moralités, donc à la partie didactique. Elles explicitent là où les leçons offertes par le conte. Puis vous procédez à la lecture du texte. Je vous laisse donc prendre connaissance de ce texte. Dans une première partie que nous allons étudier, c'est la fille aînée qui, à son tour, va rencontrer la fée. Et nous allons voir quelles seront les conséquences de cette rencontre. La cadette revient de la fontaine et va raconter à sa mère ce qui lui est arrivé. Nous commençons avec une périphrase, la pauvre enfant, pour désigner cette jeune fille. Les personnages dans ce type de récit sont toujours schématisés et stéréotypés dans un souci d'efficacité, de la démonstration. Cette expression, pauvre enfant, relève du registre pathétique pour émouvoir le lecteur. L'adjectif qualificatif pauvre insiste en effet sur la malchance dont fait preuve la jeune fille.
Le nom enfant souligne sa jeunesse et son innocence, confirmée par l'adverbe naïvement. Naïf, par étymologie, signifie qui vient de naître et donc renvoie aussi à l'enfance. Ce lexique de l'enfance connote une forme de candeur, d'ingénuité. Cette phrase correspond à un discours narrativisé. Il résume en effet les paroles rapportées par la cadette. Nous n'avons pas un discours direct du type « La pauvre enfant lui dit, ouvrez les guillemets, j'ai rencontré une fée ». C'est inutile. Le conteur n'a pas besoin de raconter une seconde fois la rencontre qui s'est déroulée précédemment. Il lui suffit de la résumer dans ce discours narrativisé pour éviter d'ennuyer le lecteur qui est déjà au courant. En revanche, il met en valeur, grâce à l'hyperbole une infinité de diamants, le don qu'a reçu la jeune fille. La phrase suivante correspond aux paroles de la mère, qui, elles, sont rapportées au discours direct, ce qui rend évidemment le récit plus vivant. Le début de cette phrase ressemble à une réflexion qu'aurait pu se faire à elle-même la mère. Vraiment, il faut que j'y envoie ma fille. Ce qui est très surprenant, c'est qu'elle parle de l'aîné à la troisième personne, ma fille, et non pas il faut que je vous y envoie, sa fille aînée étant visiblement présente. Cette périphrase, ma fille, semble aussi dire que la cadette n'existe pas. Ma fille, comme si elle n'en avait qu'une. La suite de ses propos s'adresse directement à sa fameuse fille, l'aînée, qu'elle nomme Fanchon, ce qui est d'ailleurs une sorte de surnom d'origine populaire. Ça nous rappelle le fameux Perrette, par exemple, de la laitière et le pot au lait. Elle se montre autoritaire, comme le prouvent les impératifs « tenez »,« voyez ». Elle ne lui laisse pas le temps de répondre à la question qu'elle lui pose. Elle lui impose donc de faire la même chose que la cadette et lui explique la démarche à suivre, qu'elle présente comme fort simple. Vous n'avez qu'à aller puiser de l'eau à la fontaine et quand une pauvre femme vous demandera à boire, il faudra lui en donner bien honnêtement. On a une impression de simplicité qui découle de l'emploi de la négation restrictive « vous n'avez qu'à ». Et puis nous avons peu de verbes d'action, juste puiser et donner, donc les choses apparemment qui sont à faire sont très simples. La fille aînée répond. Elle est désignée, elle aussi, par une périphrase tout à fait péjorative, ou un synonyme, la brutale. Cette périphrase péjorative entre en antithèse avec la périphrase qui désignait sa sœur cadette, la pauvre enfant. Nous savons donc immédiatement ce que le conteur pense des deux jeunes filles, et de ce fait, il guide le jugement du lecteur. Alors, l'aîné refuse d'obéir à sa mère en utilisant un niveau de langue familier. Il me ferait beau voir. L'image que donne donc d'elle le lecteur n'est pas reluisante. Elle semble impolie, effrontée, désobéissante. L'échange mère-fille est donc rapporté au discours direct et nous rappelle la tradition orale des contes et aide à la mémorisation. Cela permet aussi de jouer de façon quasi théâtrale et donc très plaisante cet échange. Faire beau voir aller à la fontaine est une expression ancienne qui signifie « il me serait agréable d'aller à la fontaine ». C'est donc une langue familière qui ne rend pas du tout gracieuse la sœur aînée. Il y a ici une sorte d'ironie du conteur, puisque la jeune fille utilise une antiphrase. Elle n'a pas du tout, il ne lui sera pas du tout agréable d'aller à la fontaine. Donc on sent, grâce à cette antiphrase, sa mauvaise volonté et son absence de spontanéité, qui s'oppose donc à la naïveté de sa sœur. La mère lui répond « Je veux que vous y alliez, et tout à l'heure ». Elle répète l'ordre qu'elle avait donné précédemment avec davantage de fermeté. Il y a la présence de la première personne, je, et le verbe de volonté, veut, le complément circonstanciel de temps, tout à l'heure, qui signifie au XVIIe siècle immédiatement. La conjonction de coordination et, qui précède le complément circonstanciel de temps, ajoute à l'autoritarisme. Visiblement, la mère est agacée. Donc, l'aîné obéit, comme le prouvent les deux verbes d'action « alla » et « pris », qui font avancer les péripéties et le récit avec l'usage du passé simple.
Le narrateur souligne de nouveau son mauvais caractère par le gérondif en grondant, accompagné de l'adverbe toujours. La conjonction de coordination à valeur d'opposition mais souligne la mauvaise volonté et l'absence de spontanéité de la jeune fille. Elle obéit, mais elle n'a pas du tout envie d'obéir. L'hyperbole contenue dans le superlatif le plus beau, la matière précieuse évoquée argent, pour le flacon qu'elle va prendre, montre sa prétention, son orgueil et son manque de spontanéité. Elle ne fut pas plutôt arrivée à la hauteur de la fontaine qu'elle vit sortir du bois une dame magnifiquement vêtue qui lui demanda à boire. Pour la deuxième fois dans ce conte, et les contes aiment les répétitions, qui sont autant d'essais et d'épreuves auxquelles sont soumis les héros, donc pour la deuxième fois, la rencontre avec le merveilleux a lieu, notamment en sortant du bois. Le bois connote un univers de sauvagerie, un lieu du danger et donc le lieu de l'épreuve, éventuellement le lieu du surnaturel. La fontaine est aussi un lieu symbolique, l'eau étant le miroir de l'âme et le révélateur de la nature humaine. L'histoire va se répéter quasiment à l'identique, avec juste des variations ou des inversions. On retrouve donc des expressions tout à fait parallèles et symétriques avec la première partie du récit, lorsque c'était la cadette qui passait l'épreuve. Car c'était une fée qui avait pris la forme d'une pauvre femme du village pour voir jusqu'où irait l'honnêteté de cette jeune fille, et l'on a ici pour voir jusqu'où irait la malhonnêteté de cette fille. La fée est présentée comme une dame, donc quelqu'un qui appartient à la noblesse. On souligne la richesse de sa tenue magnifiquement, donc cette tenue est évoquée de façon méliorative. Le narrateur intervient pour confirmer qu'il s'agit bien de la même personne, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et le terme fée confirme qu'il s'agit d'une créature merveilleuse. La dimension morale est déjà explicite puisque la fée cherche à tester la bonté ou la malhonnêteté de la sœur aînée. On comprend que la fée sait déjà à quoi s'attendre parce qu'elle connaît le cœur de la jeune fille. C'est une fée, elle a des dons, elle sait donc des choses. Cette malhonnêteté de la sœur aînée entre en antithèse avec la naïveté et l'ingénuité de la sœur que nous avons déjà évoquée. Rappelons que lorsque la mère avait donné ses consignes à sa fille aînée, elle avait parlé d'une pauvre femme. C'est pour cela que l'aînée ne se méfie pas. Elle fait preuve peut-être d'un manque d'intelligence, c'est-à-dire ne sait pas s'adapter à la situation, c'est flagrant, et le lecteur ne peut que se sentir supérieur à elle et comprend, devine immédiatement ce qui va se passer. Au passage, nous comprenons pourquoi il y a un titre au pluriel, c'est toujours la même fée, mais sous deux apparences. Ce passage, ensuite, est-ce que je suis venue ici, lui dit cette brutale orgueilleuse, correspond à la prise de parole de la sœur aînée, toujours désignée par une périphrase, et toujours par une périphrase péjorative, cette brutale orgueilleuse. Cela souligne deux défauts moraux, la brutalité et l'orgueil. Il n'y a donc aucune ambiguïté de la part du conteur qui désire que son histoire soit comprise facilement, les personnages sont donc bien stéréotypés. La question directe de la jeune fille est provocatrice, elle met l'accent sur l'intérêt de la fille aînée pour vous donner à boire avec ce complément circonstanciel de but. On lui a demandé de rendre service, elle est elle est indifférente aux besoins de cette dame. La phrase suivante sonne ironiquement, elle fait semblant d'être serviable, en fait pour mieux inviter la femme à boire par elle-même, sans la servir. Buvez à même, buvez directement au flacon. C'est donc une politesse feinte. L'adverbe justement est à lire comme une antiphrase. Elle ne pense pas du tout qu'elle est venue justement pour donner à boire à cette belle dame. C'est une tournure excessivement polie. Madame, elle lui parle à la troisième personne et c'est ici extrêmement moqueur. La modalité exclamative insiste aussi sur la brutalité et l'impolitesse de sa réponse. La fée répond avec deux litotes pour caractériser l'aînée, qui n'est guère honnête et qui est peu obligeante. Cela prouve qu'elle est mesurée dans ses paroles, les litotes l'expriment.
Elle ne répond pas brutalement, elle ne lui dit pas « vous êtes très malhonnête », elle lui dit juste « vous n'êtes guère honnête », c'est ça la litote. Le complément circonstanciel de manière sans se mettre en colère le montre également, et tout cela s'oppose à l'attitude de la fille qui est brutale. La fée va prononcer la punition à la première personne. « Je vous donne pour don ». Elle affirme donc son pouvoir et elle utilise ensuite le futur de l'indicatif parce qu'elle est certaine de la façon dont les faits vont se dérouler. Il vous sortira de la bouche. Ce don est en réalité une sanction, car les animaux laids et associés qui vont sortir de la bouche de la jeune fille sont liés à la sorcellerie et au mal. Je vous rappelle qu'un conte met toujours en scène un univers manichéen, tout est ou noir ou blanc, donc là, évidemment, ce qui va sortir de sa bouche relève du mal. L'expression répétitive « donner un don » est un polyptote, donner et don se donnent la même famille, mais ça ajoute à la simplicité et à l'évidence. La parole magique qui est prononcée ici par la fée est ce que l'on appelle une parole performative. Il suffit de prononcer le discours pour le faire advenir. Donc il suffit que la fée dise pour que cela se déroule, cela se passe. En prononçant sa sentence, son jugement ou sa punition, cette sentence s'exécute automatiquement et immédiatement. Je vous rappelle que le mot fée vient du latin fata, du verbe dire. Donc fata, ce sont les paroles dites, et la fée est donc bien par étymologie celle qui prononce des paroles qui vont annoncer l'avenir. Fata a donné aussi fatalité, fatum, le fameux destin. On note ici dans ce conte que la chronologie est toujours doublée de logique. On agit mal, ensuite on est puni. On agit mal, donc on est puni. D'abord que sa mère l'aperçut, elle lui cria. Nous avons une courte ellipse, un saut dans le récit. Nous ne savons pas, on ne nous raconte pas le retour de la jeune fille ou sa réaction quand la fée l'a punie. Donc la fille rentre chez elle, la mère est impatiente, on le voit avec la conjonction de subordination d'abord que qui signifie dès que et qui introduit une proposition subordonnée complément circonstanciel de temps. L'insolence, l'impolitesse de la fille se perçoit à sa manière de répondre en écho avec sa mère puisqu'elle répète la même interjection « eh bien ». Elle est de nouveau désignée par une périphrase péjorative, la brutale, qui était déjà utilisée pour la qualifier. Le complément circonstanciel de manière qui est placé à la fin de la phrase crée un effet de chute. Au lieu des diamants attendus, ce sont deux animaux qui connotent habituellement la sorcellerie et le mal qui vont sortir de sa bouche. C'est un élément merveilleux qui crée le choc, comme le souligne l'interjection au ciel et la question de la mère, et cela souligne le spectacle horrible qui s'offre à elle. La déduction que fait immédiatement la mère de la situation n'est pas du tout logique et révèle sa propre mesquinerie. Elle accuse aussitôt la sœur innocente et évoque son châtiment au futur simple « elle me le paiera ». Le narrateur prend la relève de ce dialogue pour évoquer le geste qu'elle joint à la parole avec un complément circonstanciel de but pour l'abattre. Nous avons ici un enchaînement rapide, souligné par la conjonction de coordination et qui est doublé par l'adverbe aussitôt. Évidemment, le lecteur sera sensible à l'injustice, la violence de la mère. L'attitude de la mère constitue un rebondissement, une péripatie extrêmement rapide avec un enchaînement efficace, tout comme le sera ensuite la fuite de la cadette. L'immédiateté dans l'enchaînement, évidemment, est là pour ne pas lasser le lecteur et pour tenir un rythme rapide dans la narration. Nous arrivons à la deuxième partie du texte qui va achever le schéma narratif avec l'élément de résolution et la situation finale. L'aîné sera puni et la cadette sera récompensée. Le conteur emploie à nouveau la même périphrase que précédemment pour désigner la cadette, la pauvre enfant. Elle se retrouve maintenant sujet de deux verbes d'action, s'enfuit et alla se sauver, qui prouvent qu'elle prend enfin son destin en main et qu'elle agit sans être sous les ordres de sa mère. Elle va se réfugier dans la forêt prochaine,
forêt la plus proche. La forêt est un lieu symbolique dans les contes. C'est peut-être pour cela ici que le mot porte une majuscule. C'est un espace d'initiation où le héros rencontre des adjuvants et des opposants et affronte des épreuves qui le font grandir. Lorsque l'on parle d'adjuvants et d'opposants, on parle en fait de schéma actentiel. Ici, on voit bien que l'héroïne donc se réfugie dans ce lieu et le lecteur s'attend à ce qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Alors, en effet, il va se produire un événement imprévisible et invraisemblable, peut-être facilité par la fée, ce n'est pas précisé, et cet événement sera l'élément de résolution du conte. Un adjuvant, donc un personnage qui va aider le héros dans le conte, surgit de nulle part. C'est un personnage providentiel, c'est un personnage qui va aider, et il prend ici la forme d'un personnage typique et familier des contes de fées, le prince charmant. Il n'est pas désigné sous l'expression prince charmant, mais sous la périphrase le fils du roi, ce qui est sans doute une façon d'insister sur cette belle ascendance. Son activité est justifiée par une activité princière, ce qui explique sa présence dans un bois, puisqu'il est en train de chasser. La beauté de la jeune fille lui permet d'obtenir l'attention de ce prince. L'expression « la voyant si belle » a une valeur de cause. C'est parce qu'il la voit si belle qu'il s'arrête, que son attention est retenue. L'adverbe d'intensité si insiste sur cette beauté. Je vous rappelle qu'une rencontre amoureuse passe souvent par le regard. La jeune fille prend la parole, l'interjection « hélas », la précision « ma mère » renforce l'émotion. Elle explique au prince sa situation au discours direct et non au discours indirect ou narrativisé, ce qui fait que le lecteur entend ce qu'elle dit comme le prince, et donc le lecteur assiste à travers les yeux du prince au phénomène merveilleux, les perles et les diamants sortent de la bouche de la jeune fille. Le reste du récit sera au discours narrativisé, le lecteur est donc amené à imaginer lui-même la suite et combien de perles et de diamants sortent de sa bouche pendant le temps du récit. La phrase suivante conclut le parcours de l'héroïne de manière idéale, l'amour éprouvé par le prince qui va l'épouser. On perçoit peut-être une marque d'ironie ou d'humour, en tout cas de la part du conteur, avec une forme de distanciation, puisqu'il nous dit que le fils du roi en devint amoureux, et considérant qu'un tel don valait mieux que tout ce qu'on pouvait donner en mariage à une autre, l'emmena au palais. Le conteur ne nous dit pas que c'est le seul intérêt pour les perles et les bijoux qui poussent le prince à épouser la jeune fille, il ne le dit pas, mais on peut s'interroger sur la sincérité de cet amour. Heureusement, la beauté de cette jeune fille et sa gentillesse peuvent suffire pour expliquer l'amour et l'intérêt du prince. Le prince amène la jeune fille au palais du roi. Le palais du roi est encore un lieu symbolique. Il renvoie à la puissance, à la réussite, à l'élévation sociale. Et donc, il ouvre le champ des possibles, l'avenir où tout est possible désormais. Nous en arrivons à la troisième partie du texte, les moralités, donc le moment didactique. Le conteur arrive en effet à la deuxième partie de son apologue. Après un récit simple, plaisant, efficace, il propose deux morales. Une double morale, bien distinguée du reste du récit. La typographie met en valeur ces moralités. On a un sceau typographique, l'usage de l'italique, des lettres capitales. Et puis les titres, moralité, autre moralité. Donc la structure de l'apologue récit plus morale est clairement soulignée dans une intention didactique tout à fait explicite. L'emploi du présent de vérité générale peuvent, ont, sont, contribuent à faire de cette affirmation, de cette assertion, une leçon de vie universelle et atemporelle. Ces morales sont donc en vers, alors que le reste du récit est en prose. Perrault adopte toujours cette façon de faire. Les vers aident à la mémorisation de la leçon. Ces deux morales sont composées de deux quatrains, composés pour le premier de 3 octosyllabes et d'un alexandrin, et pour le deuxième de 2 octosyllabes, d'un décasyllabe et d'un alexandrin. Chaque alexandrin contient la chute, la pointe de la morale.
La première moralité insiste sur la valeur des douces paroles, donc l'importance de la gentillesse et de la bienveillance de la cadette à La Fontaine. Les douces paroles ont encore plus de force. Cette moralité offre aussi une comparaison du pouvoir de la richesse, les diamants et les pistoles, au pouvoir de la parole, les douces paroles. C'est un peu surprenant comme moralité parce qu'en fait le récit ne cherche pas du tout à comparer richesse et gentillesse. Donc la morale est légèrement décalée. Cette première morale contient un raisonnement concessif qui est construit grâce à l'adverbe cependant, ce qui permet de construire une sorte de délibération ou de dialogue avec le lecteur qui serait du type « Certes, vous pouvez penser que l'argent est important, cependant les 12 paroles le sont encore plus ». Si le conteur ne nie pas l'importance de la richesse, il insiste sur la supériorité de la parole sur la richesse avec l'adverbe cependant. Par le biais de deux comparatifs de supériorité, plus de force et plus grand prix. C'est une façon pour Perrault de souligner de façon indirecte le pouvoir du conte, le pouvoir de la fable et donc de l'écrivain qui peut agir sur les esprits grâce à ses paroles. Il affirme, comme le fera La Fontaine dans sa fable, le pouvoir des fables. Nous avons ensuite une autre moralité, une deuxième moralité. L'honnêteté coûte des soins et veut un peu de complaisance, mais tôt ou tard elle a sa récompense, et souvent dans le temps qu'on y pense le moins. Cette deuxième moralité relève d'un souci d'exhaustivité. Il s'agit pour le conteur d'exploiter complètement son récit et de ne rien oublier. C'est aussi une façon de souligner la polysémie d'un apologue. Un apologue a plusieurs significations. Dans les salons de l'époque, on s'amusait à réfléchir sur les fables, les contes, les autres textes, et on aimait chercher les moralités dans les textes qui étaient soumis. Cela correspond au goût des énigmes des contemporains de Perrault. La deuxième moralité revient sur le thème central dans ce conte de la gentillesse, c'est-à-dire du fait d'être serviable. On est toujours récompensé pour ses bonnes actions. Telle est une part de la leçon. Le moraliste explique toutefois que cette qualité, la gentillesse, nécessite des efforts, cela coûte des soins et de la patience. Il faut attendre un jour, on sera récompensé. Au fond, cette patience demandée est sans doute très chrétienne. La cadette a fait preuve de charité, une vertu chrétienne, et puis l'idée c'est prenons de la peine maintenant et plus tard, un jour, nos qualités seront jugées et reconnues. C'est une morale ici qui est très traditionnelle et très rassurante. La complaisance qui est évoquée au vers 2, c'est le désir de plaire, les soins attentifs, la délicatesse. C'est une façon pour le conteur de définir la notion d'honnêteté. L'honnêteté veut un peu de complaisance, donc il semble établir une sorte d'équivalence entre ces deux notions. Donc il associe l'honnêteté à la complaisance comme s'il en proposait un synonyme. Or, l'honnêteté est une valeur clé au XVIIe siècle. Le terme a déjà été prononcé dans le récit, dans le texte, puisque la mère demandait à sa fille aînée de faire preuve d'honnêteté. Cette honnêteté, c'est l'idéal que chacun cherche à atteindre au XVIIe siècle. Ne confondez pas l'honnêteté du XVIIe siècle à la probité, le fait par exemple de ne pas voler, ce n'est pas ce qui est évoqué ici. Être honnête, c'est être au XVIIe siècle conforme aux bienséances. C'est être conforme à certains comportements socialement valorisés et qui constituent une norme reconnue. Donc c'est être conforme à l'usage établi, au bon sens, aux conventions sociales. Et c'est faire preuve de politesse, c'est-à-dire savoir vivre avec les autres, savoir se comporter en société. C'est faire preuve de savoir-vivre et donc respecter les convenances pour ne pas choquer. Donc c'est faire preuve de bienséance. L'honnêteté est donc un idéal de vie en société, cela relève de qualités mondaines. Il s'agit d'adopter un comportement modéré qui ne choque pas. Or, l'aîné et sa mère ne savent pas se maîtriser, alors que l'on a vu que la fée, elle, savait se maîtriser. Elle parlait par litote, par exemple.
Donc, il s'agit de faire preuve d'un comportement modéré et de savoir vivre avec autrui, d'être agréable avec autrui et de savoir plaire à autrui. C'est la fameuse complaisance qu'adopte la cadette. Donc, les qualités mondaines s'associent à des vertus chrétiennes. On sait bien se comporter avec autrui. On peut noter que l'univers de ce conte est exclusivement féminin, le père est mort, la complaisance est donc peut-être une version féminine de l'honnêteté, en principe on parle d'honnête homme au XVIIe siècle, toutefois cette qualité n'est pas réservée aux hommes. En tout cas, peut-être que la complaisance est le premier pas vers l'honnêteté. Cette honnêteté est une qualité propre à la bourgeoisie montante, mais aussi à la noblesse. Elle va se substituer progressivement à l'honneur réservé aux nobles. Cette jeune fille, en se mariant au prince, va accéder à ce statut de noblesse. Donc elle est en bonne voie vers cette honnêteté. Sa sœur, en revanche, est bannie dans une forêt et elle n'est accueillie par personne, donc elle va subir une mort sociale qui est tout à fait justifiée puisqu'elle ne sait pas se comporter en société, qu'elle n'a pas su faire preuve de complaisance ni d'honnêteté. On constate donc que cette deuxième moralité est plus complexe, plus abstraite, peut-être plus philosophique que la première, qui était plus simple et plus concrète. Au terme de cette étude, on peut rappeler que ce conte de Perrault unit à la manière des fables de La Fontaine le plaisir, Plaqueret, à la réflexion, l'enseignement, Docqueret, donc on retrouve ici les valeurs du classicisme. Par le biais d'une fable vivante, concise, dynamique, efficace. On a une alternance de discours direct et de récit, des scènes très visuelles, des niveaux de langue variés, donc beaucoup de sources de plaisir et de séduction. Perrault livre une réflexion sur la véritable gentillesse, appelée ici l'honnêteté, et le comportement à adopter en société. Il ne s'agit d'ailleurs pas seulement d'une attitude et d'un comportement, mais d'un trait de caractère profond, d'un élément d'identité qu'on ne peut imiter sans être démasqué. On peut rapprocher d'ailleurs ce conte de la fable Le singe et le léopard de La Fontaine, puisque l'apparence brillante est de faible valeur lorsqu'on la compare à la virtuosité de l'esprit, les douces paroles ici. Ce conte est aussi ancré dans une tradition orale, teintée d'un imaginaire médiéval, les fées, les forêts, les bois, les fontaines, que l'on peut retrouver dans les romans des chevaliers de la table ronde. Pourtant, il est aussi teinté de christianisme. Il s'appuie sur une rivalité fraternelle entre sœurs ou frères, qui est tout à fait familière aux lecteurs de Perrault, qui connaissent bien la Bible. Or, on retrouve cette rivalité fraternelle dans la Bible avec Adam et Caïn, par exemple. La rencontre des sœurs et de la fée à La Fontaine évoque aussi la rencontre de Jésus et de la Samaritaine au puits de Jacob, et cela d'autant plus que Jésus fait à la femme de Samarie la même demande que l'a fait aux deux sœurs, « Donne-moi à boire ». Et puis bien sûr, ce conte prône une valeur chrétienne, la charité, et explique que les qualités seront un jour récompensées, ce qui est une démarche chrétienne, une pensée chrétienne. La première moralité insiste également sur la puissance de la parole à plaire. C'est donc bien une manière pour le conteur de rappeler l'intérêt de ses apologues. Et de ce fait, Perrault utilise bien, comme ses contemporains, la fiction et l'imagination au service paradoxal d'une pensée vraie. Les apologues contiennent toujours des symboles, et donc évidemment les contes de Perrault aussi. Vous trouverez ici plusieurs éclairages sur certains symboles utilisés dans ce texte. Par exemple, les fleurs, les perles et les diamants représentent la grâce, la beauté, la pureté, on connote la grâce, la beauté et la pureté. Les diamants sont des pierres taillées, donc des pierres polies au sens propre, mais donc aussi renvoie à la politesse au sens figuré de la jeune fille qui se comporte bien avec autrui. Et puis ces diamants réfléchissent la lumière comme cette jeune fille. On retrouve sans doute ici la symbolique de l'eau. On parle d'un diamant de la plus belle eau et cette cadette ici est dite une vraie perle. Les serpents et les crapauds appartiennent au bestiaire médiéval maléfique. On a déjà dit l'influence de la pensée, de l'imaginaire médiéval dans ce texte. Ils représentent la laideur morale et les forces du mal. Et Charles Perrault ne fait pas comme Victor Hugo plus tard. Il ne dissocie pas la beauté physique et la beauté de l'âme.
Je vous rappelle qu'un crapaud est une tache dans une pierre précieuse qui en altère la qualité et la valeur. Le crapaud, lui, a été réhabilité par Victor Hugo, donc il n'est pas toujours un symbole négatif, mais ici, oui. Et tout comme le serpent, hein, il renvoie à des éléments péjoratifs, négatifs. Pensez au serpent, évidemment, dans le livre de la Genèse, sa figure du tentateur. Quant à la cruche, elle représente une forme de simplicité et d'humilité. Elle contient beaucoup. On peut mettre beaucoup dans une cruche, mais elle est d'apparence extrêmement humble. Le flacon peut contenir moins, mais il est en argent et donc il symbolise la vanité. Il a une belle apparence, mais il a peu de capacité. Nous n'avons étudié qu'une partie de ce conte. Le voici donc en entier, pour terminer.